Vive la civilisation européenne. Quel beau mot d'ordre pour cette émission que nous menons depuis maintenant plusieurs mois avec de nombreux chroniqueurs, notamment Pierre Leprince et Gabriel Fouquet qui sont avec moi ce soir de nouveau. Comment allez-vous ? Très bien. Toujours bien, Romain. Bon, et ce soir un plateau un peu spécial puisque j'ai réuni des auditeurs justement de l'Institut Iliade. Chacun a fait son parcours, ils ont des personnalités différentes. Il y a un petit jeune qui est Anthony Marinier de la promotion Isabelle de Castille. Bonjour Anthony. Bonjour Romain, bonjour à tous. Deux personnes de ma promotion, le poète guerrier irlandais Patrick Pearse, donc Pierre Leprince et Floriane Janin. Salut Romain. Bonsoir Floriane. Thibaut Mercier qui est de la promotion Athéna. Ernst Junger. Ernst Junger, et voilà, j'ai fait l'erreur, je crois qu'elle est fréquente d'ailleurs cette erreur. Bonsoir Thibaut, et donc vous Gabriel, c'est la promotion Homer, hein, on est d'accord ? Évidemment. Voilà, donc ils sont réunis pour une émission de fin d'année. Je souhaitais prendre la voiture de la civilisation européenne et regarder dans le rétroviseur cette année 2025 à tous les niveaux, culturels, géopolitiques, etc. Et puis, pourquoi pas, imaginer les perspectives qui s'offrent à nous en tant que militants, en tant que parents, en tant qu'observateurs de la société. Et ce studio de Radio Courtoisie que nous aimons beaucoup, qui a été refait notamment grâce à tous les donateurs de Radio Courtoisie, les auditeurs que nous remercions chaleureusement, et cet écrin qui ressemblera peut-être à un zinc de bistrot, si vous le voulez bien, pour refaire le monde ensemble. Et n'hésitez pas à poser vos questions. Alors je crois donc ce soir c'est pas possible puisque les studios sont en travaux, ainsi que le standard téléphonique. Alors justement, si on devait commencer par un premier bilan, ça serait celui des émissions de cette année, puisqu'il y en a eu quand même une douzaine. Gabriel Fouquet, vous qui avez fait toutes les émissions, vous avez peut-être été absente une fois, je crois. Une seule fois. Est-ce qu'il y en a une qui vous a peut-être un peu plus marqué que les autres sur la thématique, ou des invités que vous avez apprécié découvrir ? J'ai adoré pouvoir écouter à loisir Rémi Soulier d'En face au déracinement. Et c'est une chronique que j'ai adoré écrire par ailleurs. Oui, alors elle était avec la psychologue des Pyrénées, Axel Saint-Père, que vous pouvez suivre sur Twitter. Et on a effectivement eu une très très bonne émission. On a réussi justement avec un philosophe et une psychologue à nous faire redescendre sur Terre finalement, pour nous les Béotiens, pour comprendre quels sont les mécanismes de l'enracinement. C'était une très belle émission. Pierre Leprince, vous avez un souvenir ou un invité qui vous revient en tête ? Là, comme ça, là, c'était la dernière avec Julien Rochdy sur les Blancs. Bon, parce que vous considérez que c'est un thème qui n'est pas abordé. Enfin, en tout cas, c'est vrai qu'on y est allé franco de port, hein, on peut dire. Ben oui, c'est un thème porteur, c'est un thème qui va devoir être vraiment abordé dans les années qui viennent. Donc, vraiment, c'est la mission pour moi qui était vraiment importante cette année. Ok, moi, celle que j'ai bien appréciée, c'est celle sur la conquête spatiale. C'est vrai que j'y vais avec beaucoup d'a priori. J'avoue que je comprends pas bien pourquoi on veut absolument se tirer de notre si belle terre qui ressemble quand même à un petit bout de paradis, surtout notre terre de France et d'Europe. Et donc, j'avais besoin de comprendre les ressorts scientifiques, moraux, éthiques qui poussent à cette conquête spatiale. Et finalement, cette espèce d'équilibre qu'il y a entre nous, entre la poésie qui est la nôtre, de celle de vouloir habiter la terre, de s'enraciner, et en même temps, de découvrir des nouveaux horizons, de partir à la conquête. Et nos invités ont quand même, je trouve, bien réussi à nous intéresser à cette conquête spatiale sur laquelle la France et l'Europe ont un petit peu décroché, mais pas totalement. On a vu là, je crois, ces derniers jours qu'ils ont réussi un lancement d'Ariane, alors qu'à l'époque de l'émission, c'était assez compromis. On est tous évidemment fascinés par la figure de Elon Musk, et donc j'ai trouvé que c'était une émission intéressante puisque on garde quand même la main. Peut-être que vous en avez entendu en tant que simple auditeur, Anthony Marinier. Oui, alors je vais un peu recopier ce que vient de dire Gabriel, mais c'était celle sur le déracinement. Oui. Avec le regard du philosophe Rémi Soulier et celui de la psychologue Axel Saint-Père, qui était vraiment très très intéressante. Et c'est justement ce regard croisé que j'ai beaucoup aimé. Bon, on les réinvitera, hein. Donc Rémi Soulier qui est formateur à l'Institut Iliade, qui est auteur, et Axel Saint-Père, vous pouvez découvrir
ces articles. Elle a écrit un très bel article sur le deuil. Elle est capable, en tant que psychologue, d'aborder des sujets sensibles, celui de la mort, et elle a réussi à trouver les mots. D'ailleurs, en parlant de mort, je ne sais pas si vous avez vu cette pub qui a cartonné, c'est la pub Intermarché, donc on en parle, puisqu'en fait, tous les Français en parlent. C'est-à-dire qu'il y a eu une petite pub faite par un studio d'animation qui d'ailleurs a produit d'autres petits clips extrêmement bien faits, sans IA, je précise. Et sachez qu'aujourd'hui, dans les foyers français, ils ne parlent pas ni de Macron, ni d'Israël. Ils parlent de la pub du petit loup qui, racontez-nous, Gabriel Fouquet, finalement, ce loup refuse de manger la petite fille. Ce loup est un mal-aimé. Et ce loup cherche à avoir des amis dans la forêt. Et donc, il traîne ses crocs et ses pattes partout avec lui. Et à chaque fois, on pense qu'il va dévorer un animal. Et donc, les animaux le fuient. Et finalement, il finit par manger des carottes, puisque manger des carottes vous fait avoir des amis. En tout cas, c'est ce que nous incite à faire cette publicité. Et les fesses roses. Et les fesses roses. Pour vous faire des amis, changez un petit peu votre façon de vivre. N'hésitez pas à faire des tartes légumes. Et peut-être que la forêt vous ouvrira grandes ses portes. C'est ça la leçon de ce petit livre. C'est une forme de déconstruction de nos vieux contes et légendes, alors, finalement. Oui et non. C'est symptomatique d'une époque. Une époque très, très sucrée. Certes, pleine de bons sentiments qu'on ne peut pas tous jeter par la fenêtre. Mais quand même un petit peu envahissant. Et il est vrai que la promotion du végétarisme comme seule manière morale de vivre dans ce film, qui finalement s'adresse plus aux enfants, aux parents qu'aux enfants, est un petit peu embêtante, dirons-nous. On peut ne pas aimer la bande-son avec cette chanson merveilleuse de Claude François qui est Le Mal-Aimé. C'est un autre sujet, je crois que Florian a beaucoup de choses à dire dessus. Mais oui, il y a quand même une inversion de valeur qui est un petit peu gênante, et surtout l'utilisation de l'enfance et de la crédulité de l'enfance pour finalement nous inciter, nous adultes, à remettre en question tout ce sur quoi nous fonctionnons même naturellement. C'est physiologique. Un loup mange de la viande. Si vous empêchez un loup de manger de la viande, il meurt. Et c'est d'ailleurs ni bien ni mal. Exactement, c'est factuel. De la même façon que vous naissez, travail de loup. Un être humain a besoin de savoir marcher pour vivre, et ben un loup a besoin de manger. Bon. Vous avez constaté ça aussi, vous, Thibaut Mercier, une forme de décrochage, enfin hors sol quasiment. Totalement. Alors avant les contes, c'est comme le reste de la vie en ce moment. C'était mieux avant. Avant, il y avait une morale. Maintenant, il y a une moraline. Donc on est plein de bons sentiments. Alors c'est une morale qui est présentée comme élevée et qui nous élève, mais en fait elle tend vers le nihilisme. C'est vraiment ce que disait Nietzsche d'ailleurs. Et d'ailleurs c'est mignon, ça fait plaisir à ceux qui l'écoutent, mais si on la suit, elle est dangereuse. Alors que les contes qui existaient avant pour les enfants, ils avaient une vertu éducative, et on pouvait se référer à ce conte pour en tirer des leçons de vie. Alors que là, on a une leçon qui est très mauvaise, puisque si on la suit, le loup va arrêter de manger de la viande, donc il va finir par dépérir. Et c'est là où il y a un petit danger sur ce beau conte de Noël français, fait sans intelligence artificielle d'ailleurs. Dans les vieux contes qui ont été finalement retrouvés comme des trésors par les frères Grimm, par Perrault, qui étaient d'ailleurs un peu en train de mourir à l'époque. Ils ont fait un travail d'archéologie. Avant que ce soit aseptisé par l'esprit sucré de Disney, on était face à des comportements et une morale beaucoup plus directe et violente. C'est-à-dire les enfants étaient eux aussi confrontés à la nature sauvage, à la mort, à la vie. Et donc la leçon était peut-être finalement plus facile à tirer. Oui, et puis il y avait un ennemi aussi dans ces contes. Dans ces vieux contes Disney, Grimm, il fallait se battre contre quelque chose, et ce quelque chose, c'était quelqu'un. Et quelqu'un qui était mauvais. Et maintenant, on n'arrive plus à nous dire qu'il y a quelqu'un qui peut être mauvais, ou foncièrement mauvais. Donc ça, on a retiré cette figure antagoniste du conte, qui nous permet aussi de nous construire en désignant l'ennemi, ce qui n'est plus possible maintenant, même chez les enfants. Ça doit pas être évident d'ailleurs. Je me tourne vers les parents, il y en a quand même plusieurs ici, de trouver... Alors moi, je fais pas mal de vide-grenier, de brocante, et je tombe sur des livres jeunesse pour mes 3 enfants, 11, 6 et 5, à 50 centimes, 1 euro, toujours bien édité, bien dessiné, avec justement... Voilà. Et c'est vrai que je vois une forme de dégradation dans le propos. Floriane, vous qui êtes maman de 3 enfants, est-ce que vous constatez cela ?
Ou est-ce que dans la production moderne actuelle, on trouve aussi de bons livres avec une forme de verticalité? Il y a de superbes choses qui se font aujourd'hui, hein. Tout n'est pas acheté, loin de là. J'avoue que de mon côté, j'ai fait le choix de rester accrochée à pas mal de productions anciennes que je maîtrise, que j'ai déjà lues étant jeune ou qu'on m'a lu quand j'étais petite. Et en ce moment, je suis en train de lire la mythologie, par exemple, à mes enfants le soir. Et c'est vrai que c'est assez cru, c'est assez dur. Il y a quand même des mères qui assassinent leurs enfants, des frères qui se tuent entre eux, des pères qui trompent, Zeus, tout simplement, déjà, qui est une figure quand même contestable. Ma fille vient d'apprendre qu'on ne choisissait pas son époux à l'époque antique. Elle trouvait ça vraiment nul, d'ailleurs. Je tiens à le souligner. Donc évidemment, oui, non, c'est ce que vous disiez, Thibaut, tout à l'heure, c'est la morale des contes est en train de changer. Elle n'est plus conforme à la vie. Il n'y a plus cette notion de catharsis qui était pourtant essentielle, parce qu'on se rend compte que ces dieux font quand même beaucoup de mal autour d'eux, que ces hommes et ces femmes aussi trahissent, et que finalement, ce qui est mis en avant, ça reste la loyauté, le courage et la camaraderie, me semble-t-il. D'ailleurs, le meilleur conseil lecture, Romain, qu'on puisse donner aux auditeurs, c'est un livre sans lequel on ne peut pas grandir. C'est Le Livre des étoiles de Eric Lhomme, évidemment. Oui, je l'ai lu, mon fils l'a lu. Mon roman en 3 mots. tomes préféré. On suit un jeune garçon qui est élevé par sa mère, Guillemot, qui va découvrir le pouvoir des étoiles, la possibilité de former des runes dans le ciel et qui vont lui permettre d'ouvrir des portes très littéralement sur d'autres mondes, des mondes dans lesquels il y a des secrets qu'il faut protéger, qui peuvent détruire, mais qui sont la connaissance aussi absolue. Et un vieux sorcier, Bougon, va l'aider, 2 camarades filles, 2 camarades garçons, un qui s'entraîne pour devenir chevalier. On est dans des rôles qui sont vraiment très satisfaisants à transmettre aujourd'hui pour nos enfants. Et une petite histoire d'amour aussi qui est très fraîche et agréable, que Je moi j'ai pense que beaucoup aimé. nos auditeurs en ont entendu parler, puisque C'est ça très a inspiré été du le Club plus des grand 7. vendeur de livres jeunesse, juste après Harry Potter. Mm. Le rêve fou, ça serait que ça sorte un jour au cinéma, que ce soit adapté, parce que ça serait complètement Carrément. possible. Hein. Eric Lhomme a carrément donné la possibilité à un fan d'écrire le 4e tome du Oui, Livre ça des se fait étoiles. beaucoup, ça. Je l'ai lu, c'était sympa. J'avais le sentiment de retomber un peu en enfance. C'était pas aussi bien qu'Eric Lhomme. Ouais, mais il paraît que le Père Noël du côté de la Saône-et-Loire va mettre ça sous le sapin de mon fils. Ah. Mais bon, j'espère qu'il nous écoute pas. Et j'espère que ton fils est sage, surtout, Oui, Romain. dans l'ensemble, ça va. Et qu'il Ça mérite va. ses cadeaux. Et d'ailleurs, en parlant d'auteur jeunesse, on en a un autour de cette table. Gabriel Fouquet, est-ce que vous pouvez c'est sorti en 2025? C'est non. sorti, oui, tout à fait, en 2025. C'est Alors, 2 ans de boulot. vous mais ouais. vous avez commis, si j'ose dire, non pas un crime, mais un superbe ouvrage jeunesse, Le Petit Grand Tour de... D'Edgar et Monsieur Gênes. J'ai Alors, eu la oui. chance d'avoir de bons conseillers et de bons relecteurs. Que vous dire, c'est quasiment une autobiographie. Non, pas du tout. L'Iliade m'a donné l'opportunité, quand j'ai suivi ma formation, de publier un ouvrage jeunesse. Et moi, il me tenait à cœur d'emmener nos enfants sur les traces de ma propre enfance et de l'art européen. J'ai des parents qui nous ont emmenés voyager un peu partout, et notamment en Italie. Et je suis historienne de l'art. Et donc, l'Italie est le cœur de ce qu'on va appeler le Grand Tour à la fin du XVIIIe et au XIXe siècle. C'est un voyage sur les traces de la découverte des civilisations gréco-romaines. Et en fait, le Grand Tour, quand il commence à naître, s'arrête dans la Grande Grèce, donc au sud de l'Italie, puisqu'à l'époque, la Grèce n'est pas encore libérée de la Turquie. Et donc, Edgar est un petit lord irlandais. Alors, ce n'est pas tout à fait juste pour l'époque, mais il m'embêtait d'écrire sur un anglais. Donc, j'ai donné à Edgar un accent irlandais. Et il se promène avec son précepteur français, Monsieur Eugène, de France en Italie, dans les grandes villes, et à travers aussi la notion même de civilisation et les traces artistiques qui en restent, et nous amène à nous interroger sur qui nous sommes. En tout cas, c'est ce que j'ai voulu. Et aussi à se lécher les babines, puisque Monsieur Eugène est un gourmet. Donc, vous trouverez dedans un itinéraire culinaire
Et j'espère de quoi rêver un peu avec vos enfants et l'envie de faire ce voyage. Moi, je l'ai fait beaucoup de fois et je continue à le faire et je le ferai avec mes enfants si j'en ai un jour. Aux éditions Graines de Loup, c'était la première page publicité, avant de passer à la première page musicale. Là, j'ai demandé aux invités s'ils avaient des titres à nous proposer. Anthony, vous aviez envoyé une suggestion musicale ou pas? J'ai oublié. Très juste, c'est un groupe de rock irlandais qui s'appelle Fontaine DC. Fontaine d'ici, mais est-ce que je l'ai passé à la technique? Je suis pas certain. C'est pas certain. Non, j'ai dû zapper, donc je suis mal tombé. Floriane, vous aviez fait non plus. Federclyde de Faune. Ah oui, voilà, un très groupe bien. folk. Excellent, c'est la Ça, nous l'avons. technique, je me tourne, c'est le numéro 5. On va faire une première pause, chers auditeurs, c'est parti. Nous faisons un petit bilan de cette année 2025, et ici il n'y a que des gens positifs, donc vous avez du mal à critiquer, vous êtes toujours tourné positivement. Mais c'est ok de critiquer. Voilà, donc ça sera une émission Montessori, chers amis. Donc juste, je voulais ponctuer sur l'histoire des contes et légendes. Vous connaissez ici à Radio Courtoisie Jean Raspail qui a écrit Le Camp des Saints et qui d'ailleurs aujourd'hui a traversé l'Atlantique et les Américains ont découvert à quel point ce livre était culte. Ça a été écrit en 73, je crois. Comment il avait été prophétique d'une certaine façon sur le grand remplacement de population comme phénomène qu'ensuite quelqu'un comme Renaud Camus a très très bien expliqué. Et il y a un auteur qui s'appelle Pierre Gripari et qui a écrit La Patrouille du Conte. Et alors ça, vraiment, je vous invite à lire ce livre que je considère également comme prophétique puisqu'en fait, c'est le premier livre dans la littérature quasi mondiale qui prophétise la cancel culture et le fait d'éliminer la morale, d'éliminer les méchants, de neutraliser finalement. Voilà. Vous l'avez lu, Thibaut Mercier? Oui, j'en ai lu à peu près la moitié. Après, je dois avouer que ça m'est quand même tombé des mains. Mais Ouais, parce que c'était mal écrit. Parce que c'est très répétitif. Mais l'idée est très bonne de voir. En fait, c'est une patrouille qui va dans les anciens contes et expurger toutes les traces politiquement incorrectes. Donc. Les traces sexistes, racistes, non inclusives, voilà, et pour les réécrire dans le bon sens, le sens de l'histoire moderne. On n'en est pas loin des fois aujourd'hui, dans cette volonté de traquer tout ce qui a un peu de relief, tout ce qui relève un peu de la singularité. Vous, en tant que juriste, en tant que défenseur de nos libertés, vous l'observez partout ou c'est moi qui exagère? Moi, je l'observe en tant que citoyen, pas en tant que juriste. On voit bien qu'on est dans une société aseptisée, inclusive, diversitaire. Vraiment? Vous avez des exemples qui prouvent qu'on est dans une société aseptisée? Est-ce qu'on n'est pas en train de se monter le bourrichon? Il suffit d'allumer la télé, Canal+, ou le quotidien avec Yann Barthès. On voit quand même, là vous êtes en train de me faire une interview difficile, mais non, je suis désolé, c'est pas, je pense pas que ce soit une vue de l'esprit, de voir qu'on est dans ce monde un peu, on parlait du conte du loup à l'instant, qui nous prouve bien qu'on a une nouvelle morale, inclusive et diversitaire. Des interdits aussi, qui n'existaient peut-être pas dans une société... L'interdiction déjà, ne serait-ce que de dire ce que l'on voit. La liberté d'expression en prend un sacré coup depuis des années. Encadrée par la loi. Encadrée par la loi, encadrée par de moins en moins depuis l'avènement de Donald Trump, mais encadrée par des grands groupes multinationaux qui sont venus quand même réguler notre liberté d'expression sur Internet pendant des années sans que cela pose problème. Maintenant, c'est en train de basculer un petit peu, mais on a l'Union européenne en tout cas, qui nous rappelle à l'ordre avec le Digital Services Act qui vient nous dire qu'il faut presque censurer de manière préventive certains propos avec des robots, ou en tout cas si ces grands médias dits sociaux ne régulent pas assez la liberté d'expression sur Internet, ils seront condamnés. Et c'est le cas de X très récemment, qui a pris une énorme amende de plusieurs centaines de millions d'euros, je crois, pour avoir... manquer de régulation sur son réseau. Pierre Le Prince. Justement, quel pouvoir réel a l'Union européenne sur ces plateformes qui ne dépendent pas d'elle finalement et qui... Ça sera bloquer l'accès en Europe. Oui, c'est ça. Ils ne peuvent faire que ça. Ils ne peuvent que censurer. Ils ne peuvent pas vraiment agir sur ces plateformes. Avec des énormes amendes, ça va peut-être faire réfléchir un grand groupe tout de même.
qui imposera peut-être une régulation à 2 étages, une en Europe et une dans le reste du monde. Est-ce que le premier réflexe des gens, enfin c'est vrai, je sais pas si je suis un indécrottable français, c'est que quand on m'interdit de faire quelque chose, j'ai envie de le contourner, etc. Est-ce qu'il va pas y avoir un effet démultiplicateur avec un côté presque non mesuré, justement, non équilibré de la parole, extrémiste, à cause de toutes ces interdictions, de ces couches? C'est possible, mais pour continuer à s'exprimer, il faudra peut-être passer par des plateformes comme des VPN, des choses comme ça. Et on est en train de tenter de nous interdire d'utiliser aussi ces VPN, notamment en Angleterre. C'est des choses qui sont discutées. Et en Angleterre, on est dans une espèce d'avance de phase sur la Sur la liberté d'expression, c'est terrible. assez terrible. Oui. Mais arrêtez pour un tweet. Hein, donc, Oui, il y a des gens qui sont... Il y a des images de gens, de la police qui débarquent chez Madame Michu. Mais qui on n'est revient pas de si ses loin de courses ça et avec qui a fait Jean-Eudes Gana qui nous fait une vidéo TikTok et qui Oui, est devant oui. l'Intermarché de son village ou du Leclerc et qui se fait arrêter et mettre en garde à vue avec prolongation de sa garde à vue en plus. Et interdiction d'utiliser justement les réseaux sociaux. Oui. Et Avec en une Allemagne, pareil, Ouais. des militants qui ont été arrêtés pour avoir fait des tweets. Enfin, oui, on marche sur la tête en ce moment. Avec un espèce d'effet cliqué, c'est-à-dire qu'à chaque fois que il y a une nouvelle interdiction, à chaque fois qu'il y a une nouvelle arrestation, c'est difficile de revenir en arrière. Il y a une forme de domestication de la population, on peut dire ça? Oui, puis quand on voit cet exemple, par exemple, de Jean-Eudes Gana qui se fait mettre en garde à vue, quel va être le réflexe des militants? Ils vont potentiellement avoir peur aussi pour leur propre sécurité, ou ils n'ont pas envie d'être forcément mis en garde à vue, donc ils vont s'auto-censurer. Et c'est là, ce qui est terrible, c'est qu'ils font des exemples qui pourront potentiellement être assez efficaces pour ceux qui les entourent. On peut peut-être, je ne sais pas si mon extrapolation est hasardeuse ou pas, mais les militants identitaires garçons qui occupaient beaucoup l'espace le font beaucoup moins. Parce que justement, il y a eu énormément de dissolutions, d'interdictions, d'embastillements. On voit d'ailleurs des filles très courageuses comme Némésis qui occupent cette place vide, tout simplement parce que les gens ont peur de se faire arrêter. Donc c'est un peu le même phénomène, ça décourage. Donc il y a une forme de résultat positif pour l'État à procéder ainsi. Certainement, et puis le courage, tout comme la peur, sont contagieuses, donc plus on aura peur, plus ça va désinciter les gens à l'engagement politique. Il y a une interdiction, c'est vrai qu'on est assailli de toutes ces interdictions dans à peu près tous les domaines. Il y en a une qui soit vous touche dans votre chair ou qui vous paraît la plus dangereuse. Donc je sais plus qui a écrit fumer sur la plage. C'est moi, mais attendez, c'est pas la plus grave de l'année, mais c'est une nouvelle interdiction qui est typique de la société dans laquelle on vit. Depuis juillet 2025, nous n'avons plus le droit de fumer sur la plage ou dans les parcs. Ou à 50 mètres d'une école. Ou à 50 mètres d'une école, mais là encore, pourquoi pas? Le policier municipal de mon village m'a dit attention, hein, Voilà. vous êtes trop près. Mais vous êtes sur une plage de l'Atlantique, un après-midi du mois de novembre avec un vent à 80 km/h, personne sur la plage et vous n'avez pas le droit de fumer. Et voilà, qu'est-ce que l'État va faire? Il n'est pas capable de gérer la sécurité de monsieur et madame tout le monde dans leur ville, dans leur campagne, et il va poster des policiers sur la plage pour venir nous taper sur les doigts parce qu'on a allumé une cigarette, alors que ça ne gêne quasiment personne. Mais là, encore une fois, bon, on a un problème de santé publique et donc on fait la chasse aux fumeurs, qui est c'est le bouc émissaire ou le plouc émissaire, comme disait Philippe Muret. Et on veut le rééduquer à la schlag pour l'interdire de fumer, parce qu'évidemment, c'est pas très beau de fumer. C'est un Laurent Oberton, qu'on salue, parle de Monsieur Moyen, C'est exactement ça. qui lui se met au pas assez facilement. Donc, soyez des rebelles, chers auditeurs de Radio Courtoisie, ne vous laissez pas faire dans vos pensées, dans vos actes. Voilà, il y a un moment où on a aussi le droit de se rebeller quand on arrive à ce type de situation. Je voulais, chers amis, passer un moment un peu plus poétique. Quand on parlait de contes, de légendes, etc., de musique, ça m'a fait penser à ce questionnaire de Bernard Pivot sur les sensations. Et j'aurais bien aimé connaître
vos sentiments sur des choses qui peuvent nous toucher tous au quotidien, et notamment le son. Est-ce qu'on peut faire un tour de table sur le son ou le bruit que vous appréciez le plus ou que vous détestez? Floriane Janin. Un bruit, une odeur, la pluie et le pétrichor. Juste avant la pluie, l'odeur de la terre qui remonte. Le Pétrichor, d'ailleurs, pétrichor. un mot absolument sublime. Licor, c'est le sang des dieux. Donc, D'accord. c'est magnifique. Donc le pétrichor, c'est C'est la matière huileuse, dans la définition scientifique, qui remonte dans les plantes pour qu'elles viennent capter l'eau sans être complètement noyées. D'accord, et Voilà. ça se sent. Et ça se sent, cette Alors magnifique décrivez-moi nous odeur cette odeur de de pétrichor. terre. Moi, juste avant un orage, j'ouvre absolument toutes les fenêtres chez moi et je viens respirer cette odeur. Et pourtant, j'habite à Paris, vous voyez, donc même avec le goudron, ça passe. Mais j'ai des arbres en face de chez moi et ça sent merveilleusement bon. C'est une de mes odeurs préférées sur cette terre. Je crois qu'on l'aperçoit toutes, c'est difficile à décrire, mais on voit... ça, c'est des choses quasiment magiques, parce qu'on ne peut pas les enfermer finalement dans un bocal, dans une essence. D'ailleurs, on ne peut pas faire de parfum de pétrichor, je pense. Hein. Je pense que c'est un peu difficile. Voilà. Et la pluie aussi, quelle beauté, pour vous endormir doucement bercé par le bruit des gouttes qui bat à vos fenêtres. Je crois qu'il n'y a rien de mieux. Ça vous donne pas envie d'aller aux toilettes? Non, non, pas particulièrement. Non, ça me donne envie de me blottir dans ma couette. Bon, il y a d'autres bruits, d'autres sons qui... Pierre Le Prince non. Le bruit des enfants dans la maison le dimanche matin. Ah, ça... Quand papa et maman dorment encore et qu'on entend faire des choses, faire des jeux. Oui, ça, je pense que tous les parents... un petit déjeuner au lit. ouais, Ça, c'est bien ça. Les petits pas de gnome sur le Exactement. palier, on sait que ça se rapproche. Ça peut être un plaisir qui se transforme en tornade, c'est ça? Ah non, parce qu'ils amènent le café à ma femme, donc ils sont bienvenus Vous dans la buvez chambre. le café au lit? Ma femme, oui. Alors là, Je je pense balance. qu'il y a... Ah oui, non, ça, je ne vois pas comment on peut prendre le petit déjeuner au lit. C'est quelque chose... Floriane? Il faut se le faire servir, Ah voyons. oui, Il faut créer l'environnement Comment on fait? favorable à vous cette... mettez des miettes partout, c'est infernal. Ah non, on parle du café. Hein. Ah, juste Bah le oui, café. juste le café, voyons. On ne Bon. mange pas le matin. Anthony Des Marinier, assiettes. il y a un bruit, un son que vous aimez bien, qui... Oui, c'est un son que j'entends depuis plus de 30 ans maintenant. C'est celui des crampons quand on sort des vestiaires. Donc c'est un son très sportif. Hein. Quand Vous êtes on sort de- rugbyman, Je footballeur? suis malheureusement footballeur. Je sais que vous D'accord. n'aimez pas, donc j'en profite. J'ai rien dit. Vous allez nous Je vous expliquer connais votre bien. passion. Hein. Et c'est le bruit des crampons sur le bitume quand on sort des vestiaires avant d'arriver sur la pelouse. Et c'est un son métallique et juste avant d'en découdre. Ouais. C'est ce son-là qui m'accompagne depuis plus de 30 ans maintenant. Oui, parce que c'est quand on pratique un sport, surtout de tout temps, c'est le dimanche, même quand il pleut, même quand on n'a pas envie, et même quand il fait froid. C'est aussi ça que ça symbolise C'est finalement. ça, Hein. même quand il neige, voilà, on s'arrête pas et on joue. D'accord. Et vous jouez en quelle division? Enfin, vous êtes Voilà, c'est à un haut niveau, non, je crois. Oui, c'est ça. À très haut niveau, là, c'est évidemment un tout petit niveau, c'est du foot à 7, mais peu importe, le plaisir est toujours là, peu importe le niveau auquel on joue. D'accord. Gabriel Fouquet, oui, il y a un son, un bruit qui vous parle particulièrement. Je suis pas très originale, mais bon, je reste une fille de la côte. Rien ne vaut le ressac. Et j'ajouterais peut-être le ressac par grand vent. Le ressac, par exemple. Ouais. Donc, on est beaucoup dans l'humidité, hein, les filles. Hein. Et- Bah, écoutez, Titre. Non, c'est vrai. Si vous n'avez jamais entendu le vent souffler très fort le mois de novembre sur la côte atlantique pour rejoindre Maître Mercier, vous n'avez rien entendu dans votre vie. Il n'y a rien de plus beau que le ressac par grand vent. si, vous avez raison. Oui, on voit, je pense que tous les auditeurs nous suivent là-dessus. Alors, on continue ce petit tour des sensations. Est-ce qu'il y a un plaisir gratuit, hein, je ne parle pas de quelque chose de sonnant et trébuchant, qui peut vous parler, vous faire sentir vivant ou vous gratifier? Est-ce que... Je crois que ce qui me plaît le plus et qui ne coûte rien, c'est le pouvoir d'aller courir dès qu'on en ressent le besoin, dès qu'on en a la possibilité. Ça coûte rien du tout. Il suffit d'enfiler un short, un t-shirt et on peut partir pour une demi-heure ou 1 heure ou 2 heures si le cœur nous en dit. Et je me suis remise au sport, moi, personnellement, depuis 6 mois, ça y est. Et ça me fait un bien absolument dingue à la tête. Vous Ça faites me du ressent- jogging.
Oui, je fais une petite Alors, jogging poussette même. coureuse du dimanche. Mais oui, parce que j'y vais avec ma poussette. Est-ce que La vous petite partagez poussette vos yo-yo. performances sur les réseaux sociaux en Je disant sais, waouh, j'ai fait 5 j'envoie des km kudos aujourd'hui? sur Strava, c'est Est-ce que vous incroyable, je fais des stories. des motifs avec la carte Google Maps? Je ne fais pas encore de motifs. Je crois que je courais pas assez longtemps jusqu'à présent, mais bon, Alors, je vais courir j'avais plus vite lu- que vous, Pierre Le Prince, parce que moi je ne fume pas. J'avais Touché. lu que le jogging, donc ce que vous pratiquez, c'est-à-dire sortir de chez soi pour courir, était une activité ou un sport totalement inconnu. Et que c'est Nike qui aurait imposé cette pratique pour vendre des chaussures. C'est-à-dire qu'avant, personne n'avait l'idée pour se dépenser physiquement d'aller courir sans but et de revenir à la maison. On faisait un sport collectif, on faisait etc. Donc c'est un sport très moderne. Ouais, ça m'étonne Peut-être pas deux forcément secondes, hein. Nike aussi. C'est peut-être aussi notre façon de vivre moderne qui fait qu'on est assis derrière un bureau toute la journée et qu'il faut bien trouver des moyens de dépenser cette énergie qu'on Ouais. ne dépense plus parce qu'on n'a plus cette vie physique du jour le jour. Donc, On fait pas assez d'efforts aujourd'hui. Il n'y a plus de mammouth à chasser, mais on va toujours aller courir. Ouais. Pierre Le Prince, il y a un plaisir gratuit qui vous vient en tête, ou Anthony Marinier Je vais encore parler de balle au pied. C'est quand j'ouvre mes vieux albums Panini d'enfance, où là je me Oh, replonge. c'est adorable. Voilà, je le savais. Vous savez que ça vaut très cher maintenant. Si vous êtes aimé la spéculation. Oui, mais je suis collectionneur, donc je sais, par connaissance de cause, ouais, je sais que c'est très cher. Vous travaillez à l'héritage de vos futurs enfants, en fait. Exactement. C'est Bon. un bon placement. Bon, ben, moi, les miens, ils sont simples. C'est une bonne note dans les carnets des enfants. Alors ça, quand même, pour le cœur d'un père, voir que les enfants se comportent bien à l'école, c'est quand même extrêmement gratifiant et agréable. Et alors, moi qui aime bien cuisiner, je ne suis jamais assez apaisé que quand je coupe mes légumes. Le petit geste répétitif et une espèce de toute une symphonie qui commence à se mettre en place. On va imaginer les invités qui vont déguster notre plat. Je pense que c'est vraiment un plaisir le plus gratifiant que je connaisse. Et là, on est vraiment dans le don contre don. Personne ne peut nous faire de loi interdisant d'éplucher ses carottes. Personne ne peut nous obliger à acheter ça plus que ça. Donc on garde aussi la liberté, c'est aussi et l'autonomie. C'est toujours agréable et gratifiant. C'est vrai que je crois qu'il n'y a rien de plus beau que de cuisiner un repas pour les gens qu'on aime et de leur offrir ensuite et de s'offrir ce moment aussi de façon communautaire, de le partager. J'ai d'ailleurs vraiment hâte, moi, que les fêtes arrivent pour me lancer dans des recettes un peu plus complexes que ce que je peux faire dans un quotidien un peu fou, un peu trop rapide. D'apprendre aussi la transmission avec ma mère en cuisine, mais également elle qui utilise les recettes de ma grand-mère. Oui, c'est vrai, je suis assez d'accord avec vous. La cuisine, c'est vraiment un plaisir gratuit et qu'on peut offrir par ailleurs. Et moi, je crois que c'est vraiment un de mes langages de l'amour. Oui. Mm. C'est le langage pas de le langage Chapman. des oiseaux, mais c'est Oui. quoi l'auteur? C'est un auteur C'est les langages de l'amour de Oui. Gary Chapman. ceux qui aiment donner, ceux c'est que ça. recevoir, les 5, compliments. les cadeaux, les moments de qualité, les paroles valorisantes, etc. Mm. Et justement, faire la cuisine, je crois qu'il n'est pas réellement inscrit dans les langages de l'amour. Je propose qu'on invente donc ce 6e langage pour l'occasion. C'est très français. Ceci dit, vous dites les fêtes qui vont arriver, elles ont commencé. Eh oui. J'ai organisé à la maison, chez moi en Bourgogne, le solstice d'hiver pour fêter le retour de la lumière et du soleil. Nous étions une quarantaine. Et c'est quand même, là, pareil, plaisir gratifiant quand vous avez une vingtaine d'enfants qui s'égayent telle une volée de moineaux. Honnêtement, ça recharge les batteries pour l'année 2026. On sait pourquoi on se bat. Tout finalement s'aligne, il y a une forme de verticalité. À la fois la communauté est horizontale, mais en se mettant en ordre de marche aussi de façon spirituelle. Voilà. Et les fêtes de Noël vont arriver. J'espère à tous les auditeurs de Radio Courtoisie que vous avez la possibilité de vous retrouver en famille, de réunir votre clan. Donc c'est vraiment la fête familiale par excellence. Donc j'espère que vous aurez vraiment l'occasion
et que ceux qui sont seuls, nous les saluons, nous les embrassons et nous leur envoyons toutes nos pensées pour ce moment de Noël. Vous avez prévu des choses en particulier pour Noël? Vous partez chez vous en Anjou, Gabrielle? Je serai en Anjou à Noël et c'est peut-être la meilleure période pour aller en Anjou, un Noël devant la cheminée. Et nous, Noël est un moment sacré. Je suis une enfant du métissage, dirons-nous. J'ai un père plutôt païen et une mère profondément catholique, avec un grand-père qui était un espèce de Tino Rossi. Donc Noël a toujours été rythmé par plein de rituels merveilleux que j'ai la chance de pouvoir transmettre à des neveux et nièces que j'aime énormément. Mais surtout, c'est l'occasion de continuer à créer des rituels. Et donc cette année, on va tester un double rituel. Je vais pas demander, j'attends de mon beau-frère, seul homme de la maison à part mon père. Non, c'est pas vrai, il y a mon neveu, qu'il allume les 4 bougies de l'Avent avec son aîné. Et mes sœurs et moi, puisque nous sommes 3, allumerons les 3 bougies du solstice, puisque nous n'étions pas ensemble au solstice. Et donc, une sœur par période, ceux qui sont absents, ceux qui sont présents et ceux qui seront. Voilà, donc surtout, on espère plein d'enfants à naître pour la France et l'Europe. On est à un moment clé. J'ai lu les dernières statistiques sur les 192 pays du monde. Je crois qu'il n'y en a plus qu'un seul qui ne décroît pas, c'est le Niger. Tous les pays du monde sont donc en décroissance. Donc, il y a le stock et il y a le flux. Nous, ça fait quand même un bout de temps en Europe qu'on est un peu atone. C'est le moment de reprendre la main. La quantité ne fait pas tout, la qualité est importante. On peut tout à fait, pour moi, c'est une petite fenêtre qui s'ouvre. On a la possibilité de retrouver une dynamique nataliste, une dynamique démographique pour notre population. Donc, chers amis de Radio Courtoisie, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Et je vous propose une deuxième pause musicale avec un morceau italien. C'est le numéro 4, la technique que je souhaitais vous faire découvrir. Je l'ai découvert tout dernièrement et vraiment je voulais le partager avec vous puisque ça, c'est aussi un des plaisirs que j'ai. Ça, c'est presque un plaisir un peu autiste. C'est quand je découvre un morceau ou un groupe, je peux l'écouter en boucle. Et je suis tombé sur ce morceau de dark wave baroque d'un groupe italien qui s'appelle Camerata Mediolanense. Et c'est le triomphe de Bacchus et d'Ariane que nous écoutons maintenant. Chers amis, savez-vous que cette année, alors que l'on nous demande toujours plus d'économies, l'État a débloqué plus d'1 milliard pour financer l'aide médicale d'État allouée à tous les immigrés illégaux. Si, comme moi, vous trouvez choquant l'usage qui est fait de notre argent, alors je vous propose une solution pour lutter contre ce gaspillage. Pour empêcher l'État de financer les immigrés illégaux, les LGBT et je ne sais quoi encore, vous avez jusqu'au 31 décembre minuit pour sauver une partie de vos impôts et l'attribuer à une cause qui vous est vraiment chère. En soutenant Radio Courtoisie, qui chaque année touche 0 € de subvention parce qu'elle ne vit que grâce à vous. Vous nous permettez de vous apporter une information de qualité et de dénoncer les scandales qui minent notre société. Aidez-nous à défendre vos idées. Avant le 31 décembre, minuit, faites un don en ligne sur soutenir.radiocourtoisie.fr ou envoyez votre chèque au 61 boulevard Murat, 75 016, Paris. Votre don est déductible de 66% dans la limite de 20% de votre revenu imposable. Un don de 100 € ne vous revient donc en réalité qu'à 34 € et vous permet de donner une partie de vos impôts à une cause que vous soutenez vraiment. Nous parlions de dénatalité. Sachez, chers amis, que c'est le dossier principal du nouveau numéro de l'excellente revue Éléments. Anthony Marinier, vous en êtes d'ailleurs un des rédacteurs. Tout à fait. Qu'est-ce qu'on peut trouver d'original dans ce dossier? Est-ce que les Français ne connaissent pas d'ailleurs? Oui, alors la dénatalité, c'est vraiment le phénomène, à mon sens, le plus marquant et celui en même temps dont on parle assez peu, il me semble. Et quand on parle de dénatalité, on a toujours tendance à parler du nombre. Alors effectivement, il y a un problème de nombre, c'est évident, mais dans ce dossier, on s'attache surtout à comprendre les racines et les ressorts de la dénatalité, et notamment le fait que nous traversions une crise du sens. Donc la dénatalité est avant tout une crise, enfin, à mon sens, est avant tout une crise de sens plutôt qu'une crise du nombre. Et pour
pour faire assez court, dans un des papiers, j'explique que ma génération et celle qui me suit, on est davantage Netflix que faire des bébés. Et, et bon, je laisserai les auditeurs se faire leur propre opinion. Mais effectivement, on est dans un moment où l'enfant est vu comme une contrainte, voire comme une nuisance. Et dans ces conditions-là, effectivement, Donc, d'après vous, enfin, les naissances chutent pour des raisons sociologiques, culturelles? civilisationnel, plus que économique. Alors effectivement, les mesures gouvernementales peuvent aider, notamment pour les couples qui n'ont qu'un seul enfant et qui aimeraient en faire un deuxième, voire un troisième. Sur cette infertilité volontaire, un gouvernement peut agir, mais il ne peut pas agir sur le désir d'enfant. Ouais. Et on a repris quelques statistiques dans le dossier, notamment que le désir d'enfant s'effondre dans les jeunes générations. On a perdu 20%. Il y a 20% de désir d'enfant en moins depuis 20 ans. Il y a aussi des causes scientifiques, c'est-à-dire qu'il y a une baisse de la qualité du sperme, les gens ont de plus en plus de mal à avoir des enfants quand ils le veulent. Il me semble que c'est aussi un phénomène à prendre en compte. Tout à fait, tout à fait. C'est multifactoriel, hein. Il y a effectivement des problèmes biologiques, comme vous l'évoquez. Mais comme j'ai dit, il y a aussi des problèmes civilisationnels. Et je pense que c'est vraiment ça le creux du problème. Le nerf du problème, c'est la crise civilisationnelle qu'on traverse. Floriane Janin, je vous voyais hocheter de la tête. C'est un sujet qui vous préoccupe? Oui, enfin, c'est un peu mon cœur de sujet. Je pense que les gens ne font plus d'enfants parce qu'on est dans une société qui ne les accueille pas. J'y vois pour preuve la multiplication des lieux sans enfants, lieux de vacances et restaurants, hein, quand même, qui sont des marqueurs essentiels, me semble-t-il. Enfin, c'est quand même très sympa de pouvoir aller au restaurant, mais en fait, si on y va et qu'on serre les fesses pendant tout le repas parce qu'on a peur de se faire engueuler, parce qu'on a emmené le petit bambin à côté, qui pourtant peut-être d'ailleurs ne fait pas de bruit et qu'on se fait regarder de travers, bah, ça finit par faire digérer de travers, hein, clairement. Et puis les vacances, quand on n'a pas tous la chance d'avoir des maisons de vacances familiales, sont essentielles aussi, mais encore faut-il pouvoir emmener ses enfants avec soi pour pouvoir profiter en famille. Et là encore, on est assez mal vu parce que les enfants sont trop bruyants. J'y vois aussi pour preuve les trajets en train qui me sont très pénibles à titre personnel quand je suis avec des enfants parce que moi, je me trimballe avec mes enfants pour faire tout. J'y vois pas de difficultés géantes dans mon quotidien. Il s'agit d'un peu d'organisation, certes, mais en train, je suis extrêmement mal à l'aise. Les gens vous regardent de travers. J'ai l'impression que les voyageurs, ce qu'ils aimeraient, ce serait que je mette mes enfants devant des écrans avec des casques sur les oreilles pour que surtout ils ne mouffent pas et qu'ils ne disent rien. Évidemment, je fais un peu tout le contraire. On lit des histoires, on s'occupe avec des jeux, j'emmène moult gommettes et petits biscuits pour acheter la paix sociale. Et évidemment, on vit. Et donc, ça m'est arrivé parfois même de chanter avec mes enfants. Alors, il y en a ceux que ça fait rire et il y a ceux qui ronchonnent, quoi. On comprend. Alors, ceci dit, ce qui est inquiétant, c'est il me semble que des pays très touchés par la dénatalité ont mis en place des politiques natalistes, je crois, à la Hongrie. Je crois que Mélanie tente de le faire avec des résultats soit médiocres, soit inexistants. Mais donc on c'est est un peu tard. quasiment face à une espèce de mur mental. Et c'est très inquiétant. C'était un peu tard peut-être pour mettre en place ce genre de mesures. À voir si l'État français sera capable, lui, de prendre le problème réellement à bras-le-corps au bon moment et non pas en inventant particulièrement des espèces de congés parentaux pas forcément très avantageux, même si je crois qu'on va dans le bon sens. Il y a le vrai problème et la question de la femme dans l'entreprise. Aujourd'hui aussi, la mère n'est pas un salarié comme un autre. Clairement, c'est un véritable poids pour l'entreprise. Je le dis en grande connaissance de cause, puisque j'ai fait 3 enfants à Ta Vie Liberté. Et donc, c'est 3 congés maternité à gérer dans une petite boîte. Ça a été compliqué, évidemment. Et ça, on ne peut pas le cacher. Il faudrait absolument mettre en place des
solution pour que la mère ne soit pas discriminée en entreprise. Je connais des tas d'exemples de femmes qui n'ont pas été recrutées parce qu'elles ont dit qu'elles étaient mères ou parce qu'elles ont dit qu'elles étaient enceintes ou qu'elles ont dit qu'elles souhaitaient avoir des enfants Oui, tout court. potentiellement Donc, mère. ce qui était potentiellement en fait une problématique pour des entreprises, même Oui, dans des ça entreprises sera très le bien, vous choix, voyez. ça sera le choix finalement d'un chef d'entreprise de décider d'être bienveillant vis-à-vis de ses salariés femmes, mais en tout cas, il ne sera pas réellement accompagné par une législation collective qui l'aide beaucoup. Est-ce qu'il y a un... Donc, on parlait de la dénatalité, on parlait des faits politiques de l'année 2025. C'est vrai que vous, grâce à cette revue Éléments, on se rend compte, vous mettez finalement le focus sur quelque chose qui n'est pas très spectaculaire, parce que c'est un peu larvé. Est-ce qu'il y a d'autres faits politiques, moments politiques qui, selon vous, ont marqué l'année 2025, en France notamment ? Moi, je crois qu'il y a quelque chose d'assez marquant. Encore une fois, on est dans le rapport homme-femme, mais pas les enfants cette fois-ci, puisque je parle de notre cher président qui n'en a pas, Emmanuel Macron, et qui s'est fait gifler par sa femme aux yeux et au su de la planète entière, ce qui est quand même un niveau de honte qu'on n'avait même pas franchi sous l'ère de François Hollande. Donc moi, je trouve ça assez extraordinaire. Il était en visite d'État. Il n'est pas censé être vu. On est d'accord que c'est un peu des images prises à la volée. Les descentes d'avion sont systématiquement filmées. D'accord. Systématiquement. D'ailleurs, on se souvient des descentes d'avion de Joe Biden quand il se casse la figure. C'est également vu dans le monde entier. Mais ce qui est absolument hallucinant, c'est la première réaction du pouvoir, ça a été le mensonge. Ah oui, je me rappelle. Et donc là, on voit bien qu'on est à la fois dans un espèce de gouvernement de manipulation qui gouverne par le chaos, par la peur et par le mensonge. Et ensuite, il a quand même fallu que les médias disent « Bah si, en fait, nous aussi, on l'a filmé, cette vidéo. C'est pas les Russes cette fois-ci, c'était bien vrai. » Et ensuite, il y a eu l'explication d'Emmanuel Macron qui est complètement fumeuse en disant « On était en train de se chamailler avec Brigitte. » Enfin, on n'avait pas besoin de cette couche de honte supplémentaire, me semble-t-il. Et alors, on l'a un peu déjà oublié. Les explications, finalement, sont passées. Et on a l'impression que tout peut glisser sur les plumes du canard qu'est notre président indéfiniment, en fait. C'est aussi ça qui est troublant. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui marque, il n'y a rien qui crée réellement une espèce d'électrochoc chez les Français. Là, ça reste une gifle, c'est anecdotique, mais même sur des choses beaucoup plus graves, comme le pacte de corruption sur Alstom, etc., on a vraiment l'impression qu'il y a une espèce de léthargie, un abandon, que tous les Français ont arrêté de s'intéresser à ce qui se passait ou à se rebeller. Enfin, c'est quand même inquiétant. Thibaut Mercier, vous constatez la même chose de la part de vos concitoyens français ? Je laisserai les autres répondre. Là, j'ai pas de réponse à cette question, Romain. Je vais pas vous aider. Alors moi, je note une certaine, en fait, apathie, parce qu'il y a quand même beaucoup de mouvements sociaux toute l'année. Enfin, depuis 8 ans maintenant que Macron est aux commandes, on a eu les gilets jaunes, on a eu les taxis, on a eu les fermes, enfin, les agriculteurs encore aujourd'hui. Et à chaque fois, c'est pacifique et ça se fait noyer dans le gaz lacrymo et on retourne à la maison après avoir pris des patates des CRS. Donc c'est maté, c'est-à-dire que les Français autochtones se rebellent, plutôt par corporation, mais se font mater et abandonnent. Et comme ils ne sont pas écoutés le reste du temps, ça crée cette espèce d'apathie que vous... Il y a une apathie, et puis surtout un agenda médiatique qui élude toujours les questions primordiales. En l'occurrence, les agriculteurs sont à Bruxelles, les agriculteurs sont dans la rue et ils ont leurs troupeaux qui se font abattre pour une maladie réelle, mais qui aurait pu être gérée autrement. Oui, c'est la disproportion, là, surtout, qui a choqué et les agriculteurs et les Français. Mais tout le monde, et ça devrait choquer tout le monde, encore une fois. C'est des gens qui nous nourrissent. J'ai le sentiment, malgré tout, de mon côté, puisque c'est la fin de l'année et un peu d'espoir malgré tout, que le tonneau des Danaïdes est en train de se remplir bien plus vite qu'il ne se vide et que viendra le moment où il y aura une goutte qui fera déborder le vase. Ce n'est pas particulièrement quelque chose que je souhaite d'ailleurs, mais je crois que c'est malheureusement assez inéluctable et que c'est en train de se construire. On ne peut pas éternellement éviter les problèmes, grosso modo. Quoique, justement, c'était un peu ma question. J'ai l'impression qu'il y arrive, en tout cas, Macron. Anthony Marinier. Oui, quoique notre régime d'anarcho-tyrannie fonctionne à plein régime. On en parlait tout à l'heure avec les plages non-fumeurs.
L'État sait montrer ses muscles dans certaines circonstances, quand il faut interdire des colloques, quand il faut aller taper des gilets jaunes, mais est incapable de garantir un minimum de sécurité à ses citoyens, parce qu'il y a les Français sur lesquels on peut taper très facilement, et d'autres sur lesquels on n'agit pas. Enfin, même les drames sur les citoyens français suffisent pas, hein. Moi, l'événement qui m'a le plus marqué cette année, c'est de très très loin le procès d'Abia Benkiret, qui en plus avait été précédé par le témoignage quelques semaines avant de la mère de Philippines, qui a été maltraitée par les médias. Le procès d'Abia Benkiret montre que même Donc, si les gens l'assassin s'offusquent, de la petite Lola. Hein, l'assassin de la petite Lola, la chose, pour reprendre le terme de la mère, ce procès montre quand même que certes, l'État a plus ou moins miraculeusement sévi. On ne sait pas pourquoi, là ils ont été d'accord, mais l'émotion a été très limitée. Alors que pour moi, c'est peut-être le procès du siècle, en tout cas. C'est le plus grand procès en France du XXIe siècle. Alors, ça veut dire qu'on est à 25 ans de siècle, donc on a encore le temps. Mais l'émotion a été limitée et même elle a été controversée. Regardez la réaction de ces espèces de fanatiques idolâtres d'une Dabia et même d'une partie de la population française qui va finir par, à défaut d'excuser le geste, parce qu'on peut quand même pas aller jusque-là, le justifier. Les Français acceptent ça, l'encouragent. C'est un engrenage dans lequel nous sommes tombés depuis quelques années déjà, que ce soit la course à la victime, la course à choisir le bon responsable ou pas. La déresponsabilisation ambiante est quand même catastrophique. Donc moi, je suis moins optimiste que Floriane concernant le tonneau d'Anaïde, parce que je pense que justement, tant que les Français n'ont pas à être responsables, c'est-à-dire tant qu'on ne les attaque pas au fond du fond dans leur chair, et même quand on attaque leurs enfants, ça ne suffit pas, je ne suis pas sûre qu'ils soient prêts à se rebeller. Hein. Le Covid nous l'a quand même bien montré. Et je viens de vous inquiéter là. Ah oui, là c'était dur. Là c'était dur parce qu'en fait, vous nous mettez d'une certaine façon face à nos propres lâchetés quand on ne protège pas ses propres enfants. C'est ce que vous êtes en train de nous dire. Bien sûr, on ne protège pas nos enfants, mais on ne fait rien non plus pour encourager. Enfin, on parle de natalité, en tant que mère, en tant qu'aspirante mère un jour, si on peut parler comme ça. Qui aurait envie d'avoir des enfants dans un monde où rien que les laisser jouer dans le parc d'à côté, c'est les mettre en danger? Moi, c'est une question que j'entends. C'est pas une question que je me pose, mais c'est une question qui est soulevée au même titre que sauver la planète, sauver les dauphins, ou je ne sais pas, moi, adopter pour éradiquer la misère du monde. J'en sais rien. Moi, je crois qu'on prend vraiment le problème à l'envers, hein, concernant les enfants. Faut pas se poser la question de la sécurité dans laquelle ils vont grandir. Faut se poser la question du monde qu'on a envie de leur construire. C'est pas du tout la même chose. Et typiquement, aujourd'hui, pour moi, je veux d'autres enfants, si c'est possible. J'en ai déjà 3. Et il y a énormément de choses qui sont possibles. Il y a énormément de choses qui sont cadrées pour eux. Je veux dire, c'est quand même merveilleux. J'ai la possibilité de travailler aujourd'hui et d'élever mes enfants. C'est fatigant, je vous le cache pas. J'ai un peu de cerne, j'ai un peu, un peu de vaisselle qui traîne dans l'évier, un peu parfois de poussière qu'il faudrait faire plus souvent. Mais ça m'apporte une confiance en l'avenir qui est assez incroyable. Et je pense que ça m'apporte beaucoup d'espoir aussi et beaucoup de volonté de faire changer les choses. Parce que, à force de ne pas vouloir d'enfants, on finit par manquer de volonté pour transmettre. Et transmettre, c'est une clé essentielle pour l'avenir. Qui est-on si ce n'est ce qu'on lègue? Alors c'est toute la difficulté de l'éducation qui est une science absolument totalement inexacte. Il y a autant d'enfants que de modèles, donc on va absolument pas faire de prédictions. Simplement, je pense que pour faire des enfants et des hommes de qualité, il faut qu'ils prennent des risques, c'est-à-dire qu'ils se confrontent au loup dont on parlait tout à l'heure, un loup féroce qui peut éventuellement les manger, qui se confrontent au risque de la nature de tomber ou d'une météo capricieuse. Il faut qu'ils se confrontent au danger pour pouvoir créer leurs propres limites, leurs propres institutions finalement. Et dans cette société à la fois aseptisée et à la fois dangereuse réellement, il faut trouver ce petit trou de souris pour éduquer des enfants là-dedans. Donc c'est quand même
compliqué. On a une obligation de moyens. Résultat, on verra à la fin, on fait le bilan dans 10 ans. Ouais. Non, mais en plus, on pense quand même beaucoup, quand on dit faire des enfants, on pense beaucoup à avoir des bébés. Et avoir des bébés, c'est difficile, ça, je le concède, mais volontiers. En revanche, ce qu'on ne dit pas assez, c'est que ces petits bébés, très charmants et merveilleux au demeurant, grandissent. Et ça, c'est extraordinaire. Enfin, je veux dire, quand les enfants grandissent, ça veut dire qu'ils accèdent à encore plus de possibilités de transmission de ce qu'on a soi-même vécu, de ce qu'on va soi-même revivre aussi, en fait. Quand même, c'est ça qu'il faut se dire quand on est parent, c'est qu'on a la joie immense de remanger des coquillettes au jambon le mercredi midi, mais c'est très bon les coquillettes au jambon. On a la joie incroyable d'aller croquer dans les pommes quand on emmène ses enfants dans un verger, et c'est une simplicité folle, mais qu'on retrouve avec vraiment beaucoup d'élan. On a cette joie aussi de se mettre à leur niveau et qu'ils nous montrent tout le merveilleux qui nous entoure. Je crois qu'il faut se focaliser sur le merveilleux plutôt que l'enfer, sur l'humour plutôt que la peur, sur la joie plutôt que la résignation. Bon, quel beau mot d'ordre. Alors, avant de faire une troisième pause musicale qui nous sera proposée par Gabriel Fouquet, moi, je voulais vous parler du moment politique qui m'a marqué et qui d'ailleurs se double avec le coup de gueule. C'est la personne de Nicolas Sarkozy qui, après 20 jours de prison, a sorti un livre en paradant partout. On parlait de l'apathie. On parlait de ces Français qui baissent les bras, mais on ne parle pas assez de leur naïveté. Mais c'est vraiment dans des proportions hallucinantes. Nicolas Sarkozy est un président fossoyeur du pays. Il a, il a trompé en plus son camp, qui est la droite, avec ce réflexe typique de la droite française qui est de faire des gouvernements d'ouverture, de nommer dans les conseils constitutionnels ses opposants, etc. Et aujourd'hui, il rentrerait en état de grâce alors que c'est vraiment... voilà. Donc ça, c'est un coup de gueule et je ne comprends pas tout cet amour pour quelqu'un qui nous tue à petit feu, quoi. Enfin, en plus, il est en vacances en Guadeloupe en ce moment. Pour une semaine avec Cécilia et Julia. Voilà, maintenant il est libre, il fait bien ce qu'il veut. Il a un contrôle judiciaire qui a été levé pour une semaine pour lui permettre de prendre des vacances, excusez du peu. Voilà, donc Comme Gérard Miller. Par pitié que les Français retiennent aussi les leçons et qu'on n'ait pas une mémoire politique de 24 heures qui nous fait oublier les affres. Enfin, ça me paraît quand même gênant et ça me paraît être un moment politique de ce qu'est la France et des perspectives un peu mortifères sur les prochaines échéances électorales. Gabriel Fouquet, vous vouliez éventuellement nous... Comment ? Allez-y. Non, mais est-ce qu'il y avait un titre que vous vouliez passer ? Vous m'en avez parlé de 3 ou 4. Il y en a 3 ou 4 parce que je suis une Choisissez grande indécise. Je vais vous emmener en Italie. Une de mes meilleures amies a eu l'excellente idée de se marier à la Villa Médicis cet automne. Et dans la bande-son de leur mariage, elle et son mari ont choisi Andrea Laszlo de Simone, qui chante une chanson qui s'appelle La Notée et qui respire un peu de légèreté après cette conversation, ma foi, un peu plus sérieuse. Pour ne pas rater le coche, je voulais quand même qu'on parle des rendez-vous que chacun de nos invités souhaitait donner en 2026, parce que c'est bien de faire les bilans, mais on va quand même se projeter vers l'avenir. Alors, à tout bien, tout honneur, je vais quand même vous parler de 2 rendez-vous importants qui sont organisés par l'Institut Iliade. Le 31 janvier, à Paris, un premier colloque qui est d'ailleurs une formation grand public à l'histoire aux origines de l'Europe. Donc nous parlerons de la grande aventure des Indo-Européens, nous parlerons de la civilisation celte, de l'empire gréco-romain, de l'Europe gothique avec des auteurs, des historiens comme Sylvain Guggenheim. Tout ça est le 31 janvier, les places sont limitées. On vient à peine de l'annoncer, on a déjà rempli la moitié, donc ne tardez pas. Et le grand colloque de l'Institut Iliade qui réunit quasiment 1500 personnes à la Maison de la Chimie chaque année aura lieu le 11 avril avec pour thème particulièrement important celui des libertés au pluriel. Les libertés se conjuguent toujours au pluriel, c'est toujours assis sur un peuple, sur une terre, c'est toujours assis sur une institution.
Ça vole pas comme ça dans l'éther des idées. Et c'est un moment que je vous recommande, chers amis de Radio Courtoisie, parce que c'est aussi le carrefour, tout simplement, de l'Europe que nous aimons. Nous avons des délégations d'Allemands, de Hongrois, d'Italiens, de Norvégiens, de Flamands, et tous se retrouvent pour ce grand moment. Donc je vous invite vraiment à noter avec une petite croix dans votre agenda le 11 avril, le colloque de l'Institut Iliade consacré aux libertés. Alors, je vais faire le tour de mes invités. Est-ce qu'il y avait un autre rendez-vous tout de suite important à donner aux auditeurs ? Je me permets de vous inviter de mon côté à la marche de la fierté parisienne, la marche Sainte-Geneviève, qui aura lieu le 17 janvier, donc très prochainement. C'est un événement hyper familial qui est très beau. On défile avec les bannières de Paris, donc c'est assez atypique, avec les torches. Si vous n'êtes jamais venu, je vous recommande chaudement d'y aller. Personnellement, j'y vais avec mes enfants tous les ans. Donc en plus, si vous voulez avoir le plaisir de me croiser, ça me fera très plaisir. Voilà, on est obligé d'y aller. Hein. Est-ce qu'il y a d'autres rendez-vous à donner ? Alors, en tant que président du Cercle Droit et Liberté, je vais faire ma propre promotion. Le 29 janvier, nous recevons au Cercle France-Amérique le juge de la Cour suprême des États-Unis, Samuel Alito. Ils sont 9 aux États-Unis, ils sont nommés à vie par le président, par un président élu. C'est une rencontre assez exceptionnelle pour ceux qui s'intéressent à la culture juridique et politique. Et voilà, vous pouvez vous renseigner sur www.cercledroitliberte.fr, c'est ouvert à tout le monde. Ça, c'est un gros coup presque pour le Cercle Droit et Liberté. Tout à fait, ça fait quelques années qu'on y travaille. Ouais. Oui, bravo, félicitations, effectivement, passionnant. D'autres rendez-vous à donner, Pierre Le Prince ? Alors, pas spécifiquement un rendez-vous, mais il y a les municipales en 2026, et pour moi, ce sont les élections les plus importantes, puisqu'on élit un maire qui va faire de la politique locale, et il faut absolument aller voter pour les municipales, pour un maire qui représente vos idées, et qui défend votre commune, et qui permettra de défendre ensuite la France. Donc un appel à la citoyenneté, à la démocratie, à la mobilisation, ça vous ressemble ça. S'il y a une élection qui compte, c'est bien les municipales. Voilà, donc d'ailleurs, vous pouvez encore, je crois, et c'est un peu le déficit démocratique qu'il y a dans ce pays, il y a sur nos dizaines de milliers de communes énormément d'endroits où il n'y a pas de candidats. Donc il y a aussi des places à prendre, c'est très gratifiant, assez difficile d'être maire, mais n'hésitez pas à passer le pas. Alors là, vous me parlez d'événements politiques, mais il y a peut-être des événements culturels en 2026 qui arrivent. Gabrielle Fouquet, c'est notre spécialiste S-Culture. Vous avez noté quelques rendez-vous ? Alors j'en ai noté plein, mais c'est parce que... Les plus importants. Alors, en urgence, je vous invite vraiment à vous rendre à Paris, hélas, au musée Rodin. Allez voir l'exposition Rodin Dessin Libre qui vient d'ouvrir et qui durera jusqu'au 1er mars 2026. Le lieu est évidemment merveilleux. Le propos l'est au moins autant. Rodin était un dessinateur de génie et il est toujours bon de rappeler que le dessin est le premier geste de toute forme de création artistique. Mais si je devais vous donner un autre rendez-vous cette année, ce serait un rendez-vous de douceur, pour ne pas dire un rendez-vous amoureux. Allez vous promener dans les jardins de Villandry, à l'occasion des Nuits des Mille Feux, les 31 juillet, 1er et 2 août prochains. Tous les jardins seront illuminés à la bougie. Oh. Et ce sera l'occasion de vous remettre d'une année électorale qui, j'espère, sera heureuse et réussie. Alors, en parlant d'art, là, j'ai prévu d'aller voir cet artiste dont le père est très connu, puisque c'est la fille de Lionel Jospin. Eva Jospin. J'avais découvert son œuvre au musée de la Chasse et elle sculpte le carton. Tout à fait. De façon extrêmement poétique, onirique. C'est assez fascinant. Et là, elle monte une grande expo, je crois, couplée avec Claire Tabouret qui a commis les futurs vitraux de Notre-Dame, qu'on fait polémique. Ceci dit, on attend quand même de voir. Tout n'était pas totalement à jeter, donc surtout que c'était dessin sur vitraux. Ce sont les cartons. Voilà, ce sont les cartons. Donc, en tout cas, Eva Jospin, ça, c'est quelque chose qui m'intéresse grandement. C'est une artiste remarquable. Vous pouvez, alors moi, je connais son travail, mais vous pouvez d'ailleurs en avoir un premier aperçu dans un des passages couverts du 7e arrondissement, dont elle a réalisé un décor permanent en carton sous verre. Très bien. Bon, j'irai voir ça, je ne savais pas. Il nous reste quelques minutes pour les coups de cœur, les coups de gueule. Est-ce que vous avez envie d'en lancer aux auditeurs de Radio Courtoisie ? Oui, Maître Mercier. Je vais prendre la parole. Un coup de gueule pour moi pour cette année.
avec la multiplication cette année des contenus générés par intelligence artificielle, notamment sur LinkedIn ou par email, avec des contenus qui se multiplient, qui sont complètement insipides, uniformisés, avec un langage empoulé, sans vigueur, sans fond, sans âme, et qui deviennent très difficiles à supporter, à lire. Et parfois même, on passerait presque plus de temps à le lire que le temps qu'il a fallu à l'auteur pour l'écrire, puisqu'en fait, ça a été sorti quasiment en une demi-seconde, et on nous le balance en nous disant que c'est quelque chose de très bien. Et ça, selon moi, c'est quelque chose de très grave qui nous arrive, parce que l'intelligence artificielle, dont on nous rebat les oreilles, à juste titre d'ailleurs, va quand même nous endormir, va avoir un impact profond sur notre esprit de création et sur notre capacité à travailler, à aborder le fond des sujets et rester, à vrai dire, humain. Alors que faire ? Il faut une forme de discipline, c'est un appel à la discipline de chacun, à ne pas tomber dans la facilité. Notamment finalement. et surtout à la discipline pour l'éducation des enfants, parce que nous, on est un peu plus vieux autour de la table et on a déjà été formés sans cet outil. Donc on saura l'appréhender si on n'est pas trop feignant. Mais nos enfants, si on ne leur transmet pas le goût de l'effort ou de l'apprentissage par eux-mêmes, comment vont-ils être capables de se rendre compte que ce que leur produit l'intelligence artificielle n'est pas forcément parfait ? Là, c'est vraiment quelque chose de très important, à mon avis, pour notre avenir en tant que société. Un coup de gueule entendu, des coups de cœur, des coups de gueule sur le plateau pour les quelques minutes qui nous restent. Moi, j'ai un coup de gueule qui va suivre celui de Monsieur Mercier. Je souhaiterais que les gens, notamment les entreprises qui m'envoient des mails de confirmation de commande, etc., ne commencent pas leur mail par mon prénom en le terminant par merveilleuse journée. Nous ne nous connaissons pas. Non, mais c'est très sérieux parce que ça va quand même dans cet esprit de déliquescence de la société. Le fait que cette espèce d'esprit égalitariste où tout le monde doit être ami, on se connaît tous, on se tutoie tous. Non, je ne connais pas la personne qui me vend le pull que j'ai eu le malheur d'acheter. L'importance des règles, l'importance des carcans, l'importance de la hiérarchie, l'importance de l'éducation, de l'élégance passe par le fait de ne pas prendre tout le monde pour son meilleur copain. Et je demanderai donc aux entreprises de le prendre en compte. Heureusement, demain, il ne restera que des IA qui parleront entre elles sans se soucier de nous. Donc on n'aura plus ce problème. Alors sur 2026, il y a quand même une petite inquiétude qui règne sur cette année, c'est la sortie de l'Odyssée de Christopher Nolan. Et là... Tu lances ça 1 minute 20 avant la fin de l'émission. Il y a le terme attachant qui existe, et là, il faudrait en inventer un entre amour et répulsion. Qu'est-ce qu'il faut attendre ? Est-ce que vous y croyez, vous, Pierre Le Prince ? Non, ça va être de la merde. Pardon. Qu'est-ce qui vous fait dire ça ? Les L'intention, quelques images que j'ai pu voir, les costumes, les armures qui n'ont rien à voir avec celles de... Il faut faire confiance à Christopher Nolan, qui est un très bon réalisateur, qui a fait quand même des films très réussis. Donc on peut lui laisser le bénéfice du doute avant de... On n'attend pas à ce qu'une fiction soit un documentaire historique et respecte parfaitement tout. Mais je n'aime pas Nolan. Donc je ne veux pas être objectif. Et pourquoi est-ce qu'on ne respecterait pas d'ailleurs les légendes originelles parce que on est obligé d'interpréter, le réalisateur est obligé d'interpréter. Il y a 1000 façons de faire un film sur l'Odyssée, après tout. Pourquoi ne les respecterions-nous d'ailleurs ? On peut aussi évoluer avec notre temps. On n'est pas obligé d'être un vieux réac tout le temps, même si ça nous fait toujours très bien plaisir autour de cette table, mais on peut adapter Homer avec les moyens actuels, à mon avis. Bon, donc plutôt un plaidoyer, vous irez... j'irai aussi, ça c'est évident. On vous en dira des nouvelles dans la prochaine émission, qui a lieu dans un mois. On vous souhaite un joyeux solstice d'hiver, un très bon Noël et une excellente année 2026. N'oubliez pas de faire un don à Radio Courtoisie et à l'Institut Iliade. À bientôt.